Bonjour à tous, donc merci Bérangère pour nous donner la parole. Je dis nous parce qu'en fait, j'ai engagé mes deux acolytes dans l'aventure. Il me semblait un peu bizarre de parler de ce qu'ils avaient fait alors qu'ils étaient à moins d'1 mètre de moi, et puis surtout de ne pas faire entendre des hommes de radio. Donc vous allez voir que cette petite enquête que j'ai d'abord menée sous la forme d'un article pour les Cahiers Robinson, c'est une enquête qui porte sur finalement l'esprit de cette revue, de cette émission, et pour laquelle j'ai écouté de très longs enregistrements à l'INA des démarrages de l'émission. Je leur ai proposé aujourd'hui de truffer ma petite présentation de citations que j'ai empruntées à ce qu'ils ont dit il y a plus de 20 ans quand l'émission a commencé. Donc vous allez entendre quelque chose de totalement inédit. 30 ans. Des phrases d'il y a 30 ans, sur des albums parus il y a 30 ans, mais prononcées aujourd'hui par les mêmes personnes. Alors, j'avais prévu un petit historique, j'en garde rien du tout, juste quand même deux choses. Walter Benjamin, quand il sent la montée du nazisme en Allemagne et qu'il voit la menace que ça fait peser sur toute la culture européenne, et en particulier sur les enfants, il se dit qu'il y a une chose à faire, c'est des émissions de radio pour les enfants. Donc cette idée de la radio et de l'enfance, elle est quand même ancienne. On est entre 1920 et 1930, l'émission doit durer à peu près 3 ans. Il y a cette idée que c'est un média de masse qui va toucher très largement dans les foyers et qu'il faut absolument s'en servir pour faire passer un message humaniste. J'aime bien rappeler ça parce que il y a quelque chose de cet esprit d'un média de masse pour faire avancer une idée généreuse qu'on retrouve dans l'émission. Et puis, je voulais faire un petit historique des discours sur le livre pour enfants. Je le chante. Non, mais parce que c'est pas l'essentiel. Juste quand même une chose. Il y a un précédent. Il y a un précédent à cette émission, c'est celle que, dans les années 60, Monique Bermond et Roger Bocquier vont animer, qui s'appelle en 62 Allô, allô, ici jeunesse, et qui devient en 1970 le livre Ouverture sur la vie. Et donc pendant toutes ces années, Monique Bermond et Roger Bocquier vont promouvoir la littérature pour enfants à la radio, sur un média de grande écoute, et à l'issue de leur travail de journaliste, ils vont donner leur fonds de livres à la ville de Nantes, ce qui forme le centre Bermond-Bocquier et un centre de ressources sur la littérature pour enfants. Donc on a vraiment une logique similaire à cette idée d'utiliser un média de masse pour faire valoir la qualité de la littérature pour la jeunesse. Alors, maintenant, l'émission elle-même. Je laisserai Patrice Wolf et Denis Chessou vous raconter l'origine de cette émission. Il s'agit de chroniques qui parlent le livre pour enfants. C'est ça qui m'a intéressée pour cet exposé. Comment on fait pour parler du livre pour enfants à la radio, sachant que c'est un média sans image et que le livre pour enfants, l'album pour enfants, c'est centré sur l'image. Comment est-ce qu'on va se débrouiller ? Première chose, tout est très écrit. Tout est très écrit dans les chroniques qu'on entend à la radio et qui ont l'air comme ça de couler de source. Il y a une structure qui se retrouve et qui est toujours la même. Et l'objectif de cette toute petite chronique écrite, c'est qu'en quelques minutes, l'auditeur, quel que soit son niveau de culture, puisse se faire une idée de l'objet sans en voir la moindre image. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent ? Comment est-ce qu'on fait pour faire voir à l'antenne ? Alors, je crois que l'une des premières observations, c'est qu'ils nomment. Alors, il y a quelques étudiants dans la salle. Je leur dis toujours nommez ce que vous voyez. Ils nomment, par exemple, les techniques qui sont utilisées. Alors, est-ce que vous voulez donner une citation, messieurs ? Des images tout en rondeur réalisées à l'encre avec des couleurs pastel qui apportent beaucoup de tendresse. C'est pas mal ça. Les illustrations sont réalisées sur fond blanc, crayon de couleur, avec un filet noir pour préciser les contours. Vous avez très peu de décors et c'est quand même une très grande sobriété. Alors, en plus de cette mention de la technique qui est utilisée, il faut faire appel à la culture visuelle des auditeurs, à des choses qu'ils ont vues, dont ils peuvent se souvenir, parce qu'il faut leur faire prendre conscience qu'ils ont une culture visuelle. Et il faut la réactiver, même lorsqu'ils regardent des livres pour enfants. L'image pour enfants, c'est une image qui fait écho à des images qu'on connaît. Alors ça vous rappelle d'ailleurs Schulz. Alors Schulz, évidemment, c'est les dessins de Snoopy. Et vous avez donc la même précision de traits dans l'attitude des personnages et puis une espèce de nonchalance attendrissante et très drôle. Vous avez vu, Denis, ce sont des collages de dessins aux traits extraits de journaux anciens, tels qu'on en trouvait dans l'illustration, par exemple, des aplats bleus, jaunes et rouges, comme pour les images d'Épinal.
Et petit à petit, comme ça, ils vont construire chez l'auditeur une culture de l'illustration. Ça va consister, par exemple, à familiariser le public avec le nom des artistes dont ils estiment le travail. On ne va pas du tout se limiter à des albums consensuels qui sont déjà connus. Alors, rien que sur la première année d'émission, j'avais noté les noms de Claude Lemoine, Michel Gay, Anne Bozelec, Monique Martin, qui ne s'appelait pas encore Gabriel Vincent, Béatrice Poncelet, Philippe Dumas, Sampé, Pef, Elsbieta, Jean Clavry, Grégoire Solotareff, Frédéric Clément, Claude Ponty. Et puis aussi des grands auteurs étrangers, Babette Cole, Mercer Meyer, Tony Ross, un grand ami de l'émission, Janosch, Dick Bruna et Maurice Sendak. Donc là aussi, on construit progressivement, par petites touches, la culture de l'auditeur. Mais évidemment, ça suffit pas de nommer un auteur. Il faut le singulariser, faire voir mentalement quelque chose de son trait. Et donc, on a comme ça des formules qui nous aident à faire jaillir des images. Alors vous avez Sampé, par exemple, qui continue de nous étonner par la simplicité, par la pureté, on va dire, de son trait. Vous avez un coup de crayon, vous avez une petite touche de couleur, et hop, ça y est, c'est gagné pour Sampé. Ouais, vous avez vu, le trait de Philippe Dumas est tout à fait précis, jamais caricatural, mais sans complaisance. Alors, un livre pour enfants, il faut que ça parle à un adulte. C'est le credo de l'émission, parce que l'émission n'est pas écoutée par des enfants. Les enfants, à cette heure-là, à l'époque, ils sont à l'école. Et donc, il va falloir toucher la sensibilité des adultes. Le bon livre pour enfants, c'est un livre qui va émouvoir l'adulte. Un exemple ? Alors, vous avez Monique Martin dans Un jour, un chien. Donc, c'est un bouquin qui était superbe, qu'il est toujours. Le récit est d'une intensité donc assez rare. Vous n'avez pas un mot ne le soutient, uniquement quelques traits de fusain, d'une grande précision dans le mouvement, et avec un décor qui est réduit quand même au strict nécessaire. Donc c'est une véritable œuvre d'artiste, une œuvre de révolte aussi, indispensable. Alors ne manquez pas quand même cet album superbe, dont le trait vous rappellera sans doute d'autres livres évidemment de qualité. Un reportage donc dessiné pour sur toutes les pages, et donc c'est tout à fait magnifique. Alors pour Elsbieta, la Rirette et Catimini, on disait les images, rien à dire, on a été conquis. Un style graphique qu'on imagine parfaitement dans les films d'animation, ce type de film que nous offrent les studios d'Europe centrale. Seuls les personnages qui font l'action sont en couleur, des couleurs pastel, tandis que les décors, eux, sont simplement esquissés par une simple contour du trait. C'est un vrai travail d'artiste. Alors cette culture commune, il faut aussi la nourrir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de name dropping, de mentionner un artiste. Il faut que ce nom revienne et qu'il devienne un familier de l'auditeur. Tu veux y aller, Patrice? Donc c'est pas grave. Béatrice Poncelet. Alors Béatrice Poncelet, c'est peut-être un nom qui rappelle quelque chose à nos éditeurs. On en avait parlé, donc il y a déjà plus de 2 ans. Si vous regardez un Georges Lemoine, il vient d'obtenir quand même le prix graphique de la Foire de Bologne. Excusez du peu. Oui, Béatrice Poncelet, on l'a vu. On retrouve avec Solotareff une image de boulot et puis ces couleurs qui donnent une tonalité particulière à ces images. Ouais. Alors en même temps, il ne s'agit pas du tout de construire une espèce de familiarité de Happy Few avec quelques noms. Ce sont des journalistes qui restent en permanence très critiques. Oui, au chapitre des petites aigreurs, Cécile. Je dirais que Joël Boucher a eu l'occasion d'offrir des images un peu plus travaillées que celle-ci. Bon, on a été vite, quoi. C'était ce jour-là, c'était ça. Alors, même Joël Boucher. Éduquer l'auditeur, c'est aussi lui apprendre des choses. La radio va être un médium d'éducation populaire. Alors, par exemple, on va sensibiliser l'auditeur à la question de la mise en page et à son importance dans le livre d'images, notamment cette unité de base de l'album qui est la double page. C'est pour qu'il y ait la double page? Mais bien sûr, la double page. Mais oui, parce que vous avez donc des images qui sont réalisées à l'encre et au crayon et qui occupent donc 2 pages, la double page, en vis-à-vis, et qui donnent toute la dimension à cette histoire qui est quand même très ludique. Alors pour ça, pour familiariser les auditeurs avec des questions un peu techniques, d'analyse d'image, eh bien, on va utiliser des termes techniques, des termes qui sont maîtrisés par les professionnels, les éditeurs, mais il va falloir les utiliser dans des phrases qui les rendent parfaitement compréhensibles pour élaborer petit à petit cette compétence professionnelle chez un auditeur totalement profane. Comme par exemple, les illustrations occupent des doubles pages, donc sur un album à l'italienne. Et oui. Ces illustrations sont réalisées en alternance, images grand format et vignettes comme dans la BD, une conception qui donne un rythme assez dynamique à cet album.
Alors pour éviter évidemment la dérive d'un jargon qui serait utilisé pour frimer un petit peu, tous les choix de mise en page qui sont analysés sont en même temps toujours rapportés à l'effet qu'ils produisent sur le lecteur. Il ne s'agit pas simplement d'être un virtuose de la mise en forme, il s'agit de montrer à l'auditeur que ça cherche évidemment à toucher l'enfant. Tiens, regardez, la mise en page conforte cette démarche. Sur 2 pages, on suit Jean dans ses agitations. Sur les 2 suivantes, sa mère est là pour lui rappeler ses oublis. Voilà. Non, l'autre il est trop long, là. Vas-y, continue. Alors même chose pour initier les auditeurs à la richesse des interactions entre le texte et l'image, qui est vraiment la grande spécificité de l'album. Oui, on retrouve les dessins hilarants de Tony Ross qui sait, à partir d'une phrase anodine, apporter par ses images une lecture complémentaire au texte, qui lui donne toute sa saveur. Alors, il y a des images aussi qui viennent apporter au texte, donc cette autre dimension, avec des images qui sont à la fois en noir et blanc et en couleur, et qui proposent donc une lecture complémentaire. C'est donc l'action qui est mise en image, tandis que le texte, lui, fait état des sentiments de l'enfant. Alors l'album, c'est des images, mais évidemment, c'est aussi du texte. Les 2 journalistes sont très sensibles à la qualité littéraire, à la qualité poétique des textes pour enfants qu'ils examinent, et ils essayent là encore d'en rendre compte dans des termes qui soient extrêmement clairs pour un public d'auditeurs lambda. Alors, cette sensation d'avoir un texte d'une grande limpidité, et donc elle est bien là avec cet album, les phrases sont simples, courtes, très imagées, des formes élaborées, donc ouvertement poétiques. Et oui, Denis, il faut souligner la qualité de l'écriture, simple, précise, sans mots inutiles. Le texte se lit d'une traite. Mais évidemment, certains matins, la critique est plutôt négative. Oh bah oui, tiens. Le titre de l'album est quand même assez épouvantable. Traduction, il était à chier, quoi. Voilà. C'est pas très simple à retenir, hein, et ça n'évoque pas grand-chose, hein, Patrice. On est bien d'accord sur le titre de cet album. Vrai, ouais. Le texte par lui-même est assez spécial, et je ne suis pas sûr qu'il soit adapté aux enfants d'aujourd'hui. Alors, il faut noter quelque chose de tout à fait singulier. Parce que c'est très très rare dans le monde des critiques. Nos 2 journalistes sont sensibles à la qualité d'une traduction. Ils citent même le nom des traducteurs. Le texte publié, là je ne vais pas le citer par contre, le texte publié est fort bien écrit, respecte dans toute la mesure du possible l'écriture de l'enfant. Voilà, et donc samedi prochain, le 26, moi j'ai présenté un bouquin qui s'appelle Promenade, et donc qui est traduit par Bernard Friot, donc je vais le citer merveilleusement, ça vous le savez. Un petit coup de chapeau donc à la traductrice, voilà, donc là c'était Anne-Marie Chapouton en l'occurrence, mais peu importe. Alors, ça, c'est la qualité du contenu. Les images, la qualité du style, la qualité poétique du texte. Mais le livre pour enfants, pour les gens qui l'achètent et qui l'offrent à leurs enfants, le livre pour enfants, c'est un objet aussi. Un objet qui a une dimension matérielle importante, qui a un prix. Et nos journalistes qui s'adressent à un public très très vaste savent qu'il ne faut pas rester dans les sphères très très intellectuelles et qu'il faut s'intéresser à la matérialité. Par exemple, il est souvent question de la solidité de l'album. Un beau livre, dans la plupart des familles, c'est quand même un livre qui doit être solide parce qu'il coûte cher. Oui, alors Cécile, on disait à propos d'Adèle et l'appel de Claude Ponty, il faut souligner la qualité de l'album lui-même, album relié, dos toilé, grand format. Il y a le prix du livre, il y a la question des formats poche aussi. On est dans les années 80, on a des éditeurs qui se lancent dans la déclinaison en format poche ou en format souple de leurs livres, et de temps en temps, il peut y avoir des petites déceptions au passage. Et donc ça aussi, ça passe sous le crible des journalistes. Donc ajoutons que contrairement à beaucoup de livres de poche, les images ne souffrent absolument pas du petit format. Où les images sont spécialement conçues pour une édition de poche. Le livre doit être irréprochable dans sa facture matérielle. La mise en page en souffre parfois, certaines images venant heurter d'autres, mais c'est comme une adaptation d'un ouvrage anglais. Je ne suis pas sûr que l'édition originale avait le même format. Alors pour la partie documentaire, il y a plus d'interrogations, notamment pour la reproduction des images. On a l'impression que les images sont coupées par leur milieu, comme si cela correspondait à la pliure centrale de l'édition originale. Et certaines images ne sont pas d'une netteté irréprochable. Alors, dernière mention, et alors là, ils sont vraiment les seuls à faire ça, ils parlent d'argent. C'est quand même le grand tabou dans la littérature pour enfants. Il est très rare, quand dans une critique de livre pour enfants, on parle du prix, et qu'on discute le prix. Et là, au contraire, c'est un argument qui revient très très souvent, pour dire que le livre coûte cher, mais que ça le vaut, ou au contraire que le livre ne coûte pas cher. Alors, on était en francs à l'époque.
Oui, donc c'était en francs pour les générations. Voilà. 34 francs, donc c'est pas cher du tout. Et nous, ce qu'on rajoutait très très souvent, c'est que en fait, si un bouquin coûtait 34 francs et qu'il n'était pas bon, là, c'était pas terrible. En revanche, s'il est lu 15 fois par votre gamin, ou bien s'il est lu 38 fois après par le petit neveu, c'est un investissement. C'est même plus un investissement. Enfin, c'est un truc, c'est incroyable. C'est quasiment un cadeau. Il nous arrivait même de souligner les initiatives des grands éditeurs, comme Hachette, par exemple, où on disait « belle initiative d'Hachette d'avoir soutenu la sortie de ce livre », ce qui permet d'avoir un prix de vente tout à fait intéressant par rapport à ce qu'aurait pu faire un petit éditeur. Alors justement, sur cette question des éditeurs, dans cette mission d'éducation populaire, de formation de l'auditeur, les deux animateurs de l'émission parlent des éditeurs. Il s'agit, comme on l'a vu tout à l'heure pour les artistes, de faire entendre le nom de l'éditeur et de construire progressivement une image, une représentation du travail de cet éditeur, ce qui fait qu'une fois qu'ils vont se retrouver dans un rayon ou dans une librairie spécialisée, les auditeurs qui deviennent des acheteurs de livres pour enfants, même s'ils ne retrouvent pas un livre dont on a parlé à la radio, ils ont une représentation de chacune des maisons. On va saluer la naissance, par exemple, d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Kaléidoscope. Voilà, il faut tout de même avouer que, comme beaucoup d'ouvrages du Sourire qui mord, c'est un peu déroutant. C'est vrai que cet éditeur nous habituait aux livres différents. C'est vrai. Mais cette connivence n'est jamais une connivence dans un cercle fermé. Les éditeurs, comme les auteurs, sont passés au crible critique. Bon, là, ce que tu veux, là, vas-y, mon Patrice. Eh ben, arrêtons là la caricature. Retenons qu'une fois de plus, voilà. Un éditeur a préféré jouer sur le nom du signataire de l'album plutôt que sur le texte. L'histoire semble être tirée d'un récit oral qui peut parfaitement passer en petit comité, mais qui ne peut pas suffire pour un livre pour enfants. Alors moi, je vais interviewer Pierre Richard, je ne sais pas si je lui ai rappelé ça là bientôt. Vous ne saviez pas que Pierre Richard était un auteur de livres pour enfants? Eh ben nous non plus. Voilà, c'est à peu près le cas de tous les auteurs de cette collection éditée chez Nathan. On vous prend une vedette, on lui fait écrire un texte, on lui trouve un bon illustrateur et hop, le produit est né, en vente dans les supermarchés, dans le caddie, entre les couches culottes et le baril de lessive. Eh oui. Mais l'émission a encore plus d'ambition que cette construction progressive, par petites touches, d'une culture quasi professionnelle chez les auditeurs. Il faut aussi faire évoluer les attentes du public en termes de littérature pour enfants. Les gens pensent que le livre pour enfants, ça peut être un beau cadeau à Noël ou à l'anniversaire, et que du coup, il faut que ça fasse plaisir. Et émission par émission, on va se rendre compte que le livre pour enfants, ça peut servir à autre chose que ça. Ça peut être plus grave et plus profond. Alors, d'abord, il y a cette idée qui revient en permanence, que le livre pour enfants est en fait un livre de partage. Un livre qui va susciter l'échange, le dialogue, et évidemment un livre auquel, pour cette raison, l'adulte doit s'intéresser d'abord lui-même en tant qu'adulte. C'est pour ça que l'émission, elle s'adresse à des adultes à une heure où les adultes se sont débarrassés des enfants en les mettant à l'école. Vas-y, prends. Eh bien, c'est pas obligatoirement un livre très très facile, mais il y a de quoi s'amuser beaucoup avec les parents et les enfants entre eux. Alors pourquoi est-ce que les adultes doivent s'intéresser aux livres pour enfants? Eh bien parce qu'en fait, souvent, les livres qui sont choisis pour l'émission ne sont pas gentillets, ne sont pas très très consensuels. Les deux journalistes ont de l'ambition pour les jeunes lecteurs qui seront les destinataires ultimes de ces livres. Et du coup, ils vont choisir souvent des livres qui vont poser problème, des livres qui vont évoquer des sujets nouveaux ou des sujets graves. Deux exemples ? Alors moi j'aime bien, c'est un livre qui suggère les choses plutôt que de les asséner. On attendait qu'avec de tels personnages, on ait un foisonnement de situations plus inattendues, on reste très moraliste, c'est très bon chic, bon genre, sans parler de quelques raccourcis un peu particuliers. Donc des sujets délicats, certes, mais qui doivent être évoqués avec poésie, avec une ambition artistique. On revient toujours à cette idée-là. Il ne s'agit pas de proposer une littérature de propagande. Il ne s'agit pas de proposer une littérature thématique pour traiter tel ou tel sujet. Il faut en permanence qu'il y ait une recherche artistique. Alors sur un sujet comme celui-là, le risque était grand de tomber dans une sensiblerie gratuite qui n'aurait rien changé. Ici, c'est le contraire. Il y a toute la force d'une œuvre d'art, d'une sensibilité qui s'adresse à tout le monde. Il pose de vrais problèmes. Et c'est vrai que cette histoire, elle est parfaitement bouleversante, donc un récit, on va dire, d'une intensité assez rare. Là encore, c'est une singularité de cette émission par rapport aux discours critiques qui, à la même époque, sont devenus assez abondants, aussi bien pour les bibliothécaires que pour les enseignants. Mais ce qu'il y a de tout à fait singulier dans l'émission L'as-tu lu mon petit loup, c'est qu'on va faire en permanence référence à l'émotion.
Et c'est pas du tout des thématiques qu'on va retrouver systématiquement dans la critique, par exemple pour les enseignants, ou dans la critique développée par des bibliothécaires pour des bibliothécaires. Pour une raison simple, c'est que quand on est un enseignant ou un bibliothécaire, ou quand on écrit pour ce public-là, on se dit que finalement le livre qui va être acheté sera accompagné par un professionnel. Et là, non. Là, ce sont des gens ordinaires qui vont acheter des livres pour leurs enfants, et l'accompagnement sera un accompagnement ordinaire, comme quand on raconte une histoire à son enfant, et qu'on peut être un petit peu désarçonné. Et donc, cette question de l'émotion, elle est centrale, parce qu'en fait, il faut que le livre réussisse à toucher directement l'enfant. Il n'y aura pas de médiation par quelqu'un qui peut expliquer, désamorcer, etc. Il faut qu'on aille droit au cœur de l'enfant. Alors, contrairement aux idées reçues, les livres pour enfants sont quand même très loin des histoires qui sont aseptisées, où les moments difficiles de la vie quotidienne sont gommés. Non. Tenez, là, le roman aborde une multitude de sujets. Il est également question du mur de Berlin, du travail des mères et de la vie dans les cités. Alors, évidemment, par facilité, on aurait pu imaginer que dans cette émission, on se contente de parler des livres qui plaisaient, des livres qu'on avait justement envie de mettre en avant. Et ce qui, moi, m'a touchée, c'est que de temps en temps, les journalistes disaient qu'ils avaient été eux-mêmes déroutés. Et je crois que là encore, ça fait partie de cette ambition d'une émission populaire, c'est-à-dire qu'on reconnaît aussi que même en étant un professionnel, même en étant quelqu'un de très aguerri, il y a des fois où on se sent mis en difficulté par un livre. Ouais, le livre nous a émus, il est porteur d'une générosité, d'une présence qu'on trouve rarement dans un livre écrit par une enfant. Un livre à questions que ne manqueront certainement pas de poser les jeunes lecteurs qui l'auront entre les mains, mais attention, c'est très déroutant. Et c'est à cette occasion que les journalistes explicitent franchement ce qui est le projet de l'émission. Alors, on peut comprendre que certains n'apprécient pas vraiment le contenu. Personnellement, je trouve qu'il fallait un certain courage éditorial pour publier ce genre de livre. Il fallait donc en parler, et L'Atu du Mon Petit Loup est aussi fait pour cela. Donc, il me semble que on a ici tous les éléments qui expliquent la longévité de cette émission et surtout son succès, un très large succès populaire, à une heure où la chronique est coincée entre des petites rubriques qui n'ont rien à voir ni avec la culture ni avec le livre. Mais le succès vient aussi évidemment du ton employé par les deux animateurs, un ton plein de complicité et de drôlerie qui est très très vivant, alors qu'on sent malgré tout que tout est très écrit. Un petit, Mais oui, mais c'est assez érotique votre truc, hein. C'est un peu olé olé ce matin, mon bon Patrice. Hein, le texte aurait pu être un petit peu plus raccourci. Hein. Ouais, ça ne m'étonne pas de vous. Vous avez toujours une tendance castratrice. Mais voilà, absolument. Ben oui, c'est moi le patron, hein, c'était pas vous, donc non, je plaisante. Donc. Alors, on l'entend évidemment aujourd'hui encore, c'est ce mélange de très grand sérieux dans l'analyse, de très grande ambition pour l'émission elle-même, qui est destinée à un public qu'on prend en considération, et de grande complicité et de drôlerie dans la manière de faire vivre l'émission, qui explique qu'elle ait duré aussi longtemps, sous la forme d'un duo, mais aujourd'hui en solo aussi. Chère Cécile, moi je voulais vraiment vous remercier de tout cœur, parce que je suis honnêtement scotché par le travail donc qu'elle a fait. Je ne savais pas qu'un jour qu'on allait devenir objet d'étude sur cette affaire-là, mais non, mais c'est étonnant parce que moi, à la fois, je retrouve avec émotion et aussi intelligence des tas de trucs là, mais on n'y a pas du tout pensé au moment évidemment où on est en train de pondre notre texte, que moi je fais toujours à l'arrache le vendredi matin pour l'enregistrer le vendredi après-midi. Donc c'est ça maintenant. Et je me disais aussi que le fait, ça c'est autre chose, mais à l'époque on avait mine de rien 1 minute 30 de plus. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai 4 minutes 35. Et à 4 minutes 37, j'ai Noël Bréham qui va gueuler parce qu'on lui a bouffé 5 secondes. Bien. Donc c'est pas pareil, si vous voulez. Depuis, donc le truc a changé. Moi j'ai changé de formule, on pourra en parler dans quelques instants. Mais on avait le temps, un petit peu plus de temps, effectivement, pour élaborer quand même quelques pensées un peu plus complexes. Voilà. Alors c'est autre chose. Mais et ce qui nous a fait très plaisir aujourd'hui, parce que ça vous l'avez très pointé, c'est qu'au départ, l'Atu lu, c'est une histoire d'amitié. Le point de départ, c'est ça. C'est une histoire d'amitié avec Patrice. Bon. Et là, il nous a fallu aller,
6-7 citations, mais après, je suis sûr qu'on retrouvait nos réflexes. On l'a pas fait depuis 10 ans, cet exercice-là. Hein. Donc, et on découvrait les citations tout de suite, là. Oui, on les découvrait. On savait pas ce qu'on allait dire. On les découvrait à l'arrache. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'après, c'est aussi une question de ton, c'est une question d'envie. Je peux vous assurer que c'est intact. Te vois, t'as pas changé, mon gars. Donc c'est bien. Ouais. Ce que je trouve super étonnant, et avant de passer au dialogue, c'est vrai que ce que je trouve super étonnant dans l'analyse qu'en a fait Cécile, c'est elle a étudié en fait dans les 2 premières années à l'INA. Et finalement, on se rend compte, effectivement, cette analyse extrêmement pointue, qualitative, etc. Elle a tout compris, Cécile, elle a tout compris de ce qu'on faisait. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en étudiant les 2 premières années, ou la première année, en fait, les 20 ans de l'atelier Mon Petit Loup sont dans son analyse. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment la qualité de chercheuse, la qualité d'universitaire de Cécile, c'est voilà. Elle a senti et elle a su dire avec les mots ce qu'on avait fait pendant 20 ans en analysant simplement une période des 2 premières années. Bravo Cécile. Alors, je dois dire que d'abord je suis très très sensible à vos compliments et que quand j'ai été travailler à l'INA pour préparer cette analyse, j'ai dû écouter donc non pas une émission par samedi mais toutes les émissions de 2 années d'exercice avec un casque et le générique me sortait par les yeux. Mais j'aimerais bien entendre la moulinette. C'est normal. Ça c'est normal parce que c'est quand même Alors ça, je tiens à préciser une chose, c'est la 2e moulinette. La première doit être au musée de la Maison de la Radio. Elle a duré 20 ans, la première. Puis vous avez des petites pales métalliques. Puis à un moment, ça pète. Donc ça, c'est la 2e version. Et c'est quand même la meilleure partie de l'émission. Hein. Faut pas le... On fait ça pour ça. Mais je comprends très bien qu'effectivement, d'écouter 2 ans de suite le merveilleux générique qui était à l'époque de Loïc Etienne, maintenant c'est celui de Jean-Claude Mestelman, ça doit être un peu gonflant, quoi, quand même. Donc c'est pas. Oui. Non, merci, grand merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous pouvez l'applaudir. Un immense merci.